parti, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Que dit la loi. Nous recevons pour ces numéros quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre dans le cadre de ces magazines. Il s'agit bien entendu du pasteur Théodore Ngoy, responsable de l'église de la Gombe. Il est docteur en droit de l'université de Kinshasa, LLM by Research, Oxford Brookes University. Pasteur Théodore Ngoy, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout, bienvenue pour ce nouveau numéro. Merci. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du contour du dossier Jean-Pierre Bemba, subornation des témoins, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, mais on va un tout petit peu élaguer, parler plutôt d'autres sujets qui l'intéressent, qui rentrent justement dans le cadre de son incarcération à la CPI. Subornation des témoins, on entend parler sur beaucoup de lèvres, mais mal comprise par le commun de mortels. Qu'en est-il exactement ? La subornation des témoins est une des atteintes à l'administration de la justice prévues par les dispositions de l'article 70 du statut de Rome. La subornation des témoins consiste à offrir, à faire des offres de promesses pour amener des gens à faire de faux témoignages. Donc c'est essentiellement cela. Il y a plusieurs atteintes. Il faut dire que c'est une atteinte à l'administration de la justice parmi tant d'autres. Mais en ce qui concerne l'une des atteintes de l'administration de la justice devant la Cour pénale internationale prévue par le statut de Rome. Alors Jean-Pierre Bemba a été poursuivi d'abord pour le dossier en ce qui concerne les crimes commis en République centrafricaine et puis après c'était le dossier subornation des témoins. Est-ce que les deux dossiers sont-ils subsidiaires ? Ah non, il y a un dossier, il y a une affaire principale, celle dans laquelle il était poursuivi sur base des dispositions de l'article 28 du statut de Rome en tant que responsable militaire ou autorité chef hiérarchique et non pas comme auteur sur la base des dispositions de l'article 25. Il faut d'abord rappeler qu'au départ, quand le mandat est lancé contre lui, il est poursuivi comme auteur sur base des dispositions de l'article 25. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'on aurait dû les libérer immédiatement en vertu de dispositions du statut de Rome qui veulent que la norme des preuves détermine les décisions de la Cour. Pour qu'un mandat soit lancé ou une citation à comparaître, il faut que le procureur prouve devant la chambre préliminaire l'existence de ce qu'on appelle reasonable grounds to believe. Je pense que c'est une base raisonnable de croire que la personne a commis les faits qui tombent qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et pour que le procès ait lieu, il faut présenter ce qu'on appelle substantial grounds to believe. Donc le motif substantiel de croire que la personne a commis les faits et donc il y a lieu qu'il y ait procès. C'est la confirmation des charges. Et enfin, pour que la personne soit condamnée, il faut que le procureur prouve, au-delà du doute raisonnable, beyond reasonable doubt, que la personne a commis les faits. Alors donc, lorsque Jean-Pierre Bemba est poursuivi, il est poursuivi sur base de ce mandat qui a été lancé par la Cour comme auteur principal, comme auteur direct. Mais après, il y a eu changement, il y a eu modification, il y a eu un autre mandat, on aurait dû le lâcher, mais il est resté, il a été poursuivi jusqu'à la fin. Et la chambre d'appel a constaté qu'en vertu de la norme de preuve, il y a eu d'abord des charges qui ont été ajoutées, qui ne faisaient pas partie du cahier des charges, de confirmation des charges. La formulation de faits mis à sa charge était générale. Et puis la Cour a constaté qu'il était poursuivi pour des faits qui n'étaient pas limités. Donc, pour cette raison, la Cour n'a pas voulu confirmer le jugement de première instance. Et l'a donc acquitté. Mais pendant le procès, Jean-Pierre Bemba et ses conseils ont été poursuivis pour avoir voulu pour avoir fait des offres et des promesses à des gens qui devaient comparaître comme des témoins
Et ils ont été condamnés. Et la condamnation a été confirmée. Et la peine a été confirmée pour certains. Mais pour Jean-Pierre Mbemba, le procureur avait fait appel, ainsi que pour Kilolo. Et je pense aussi pour quelqu'un d'autre. Oui, il faut que la peine soit maintenant déterminée. Donc Jean-Pierre Mbemba a été acquitté pour la première affaire. Il est libre de ce point de vue. Mais seulement, du point de vue technique, il devait, après avoir purgé les peines qui avaient été prononcées par la Chambre de première instance, il devait rester 1 an. Il avait été condamné à 1 an de prison ferme. Il devait rester en prison. Mais comme il a été acquitté, et la Chambre 7, dans une procédure qu'on appelle mise en état, a discuté avec toutes les parties et a levé l'option qu'il devait aller en liberté provisoire en attendant que la peine, en ce qui concerne les condamnations pour subordination des témoins, soit déterminée en tenant compte notamment du fait qu'il a été acquitté et que la décision sur la peine devra prendre aussi en compte cet élément-là. Alors l'espoir est encore permis parce que quelle est alors la peine requise pour subordination des témoins? C'est 5 ans, 5 ans au maximum et une amende. Et puisqu'il a déjà purgé quelques années, et comment ça va se passer? Il a déjà fait, la Cour dit qu'il a déjà fait au moins 80%. Donc il a déjà fait 4 ans et 2 mois, quelques jours. Alors faut-il remettre en détention ou en prison pour cette peine-là, qui est subsidiaire à l'affaire principale, qui s'attache à l'affaire principale, alors qu'il a été acquitté dans l'affaire principale, sur base du fait qu'il avait été condamné par erreur, erreur de droit. Or, les dispositions du statut de l'homme prévoient, même à la discrétion de la Cour, que la personne qui a été acquittée, parce que pour avoir été condamné sur base d'une erreur, soit indemnisée. Alors, quelqu'un qui est resté 10 ans en prison injustement, il faut le dire, vous allez les mettre en prison pour avoir commis une atteinte à la mission de la justice, au lieu de les condamner ne serait-ce qu'à une amende. Moi, je pense que la Cour, le bon sens, déterminera la Cour à les condamner simplement à l'amende et à les laisser rentrer dans son pays. Alors, Pasteur Théodore Ngoï, est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo est-il éligible par rapport à l'actuelle loi électorale en République démocratique du Congo, à votre avis? Il est éligible parce que les dispositions de l'article 10 de la loi électorale prévoit que est inéligible la personne qui a été condamnée pour corruption. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné pour corruption. Nous sommes en matière pénale, la légalité des infractions et des peines. La subornation des témoins n'est pas égale à la corruption. En droit congolais, en tout cas. La subornation des témoins est une infraction prévue en droit français qui relève de la corruption, mais pas en droit congolais. Il n'existe pas une infraction de subornation des témoins. Et quand vous regardez les dispositions des articles 147, 145, 146, 147, qui parlent de corruption des fonctionnaires publics, nous ne sommes pas dans le cas d'espèce. Ici, subordination des témoins, c'est une corruption, bien sûr, des témoins, pas des fonctionnaires publics. Et donc, il est éligible à tous égards. Jean-Pierre Bemba est éligible à tous égards, il peut rentrer en RDC en homme libre, mais la République centrafricaine peut-elle poursuivre Jean-Pierre Bemba si elle juge que la CPI a peut-être mal géré l'affaire? À propos de la question d'éligibilité, je ne sais pas comment la CENI va interpréter, et peut-être éventuellement la Cour, mais je pense que si on reste dans l'interprétation stricte de la loi, Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné pour corruption. Il a été condamné pour subornation en droit international. C'est vrai que le droit de la Cour pénale fait partie de notre droit. La Cour pénale est une juridiction subsidiaire aux juridictions congolaises, mais les dispositions de l'article 10 de la loi électorale ne prévoient pas l'inéligibilité pour subornation des témoins. Et la Centrafrique, ni la Cour spéciale de Centrafrique, ni aucune autre juridiction dans le monde ne peut poursuivre Jean-Pierre Bemba pour les faits pour lesquels il a été acquitté. Il n'y en a aucune. N'en déplaise Madame la procureure, qui a d'ailleurs violé la présomption d'innocence, enfin pas même la présomption d'innocence,
a porté atteinte, si vous voulez, à violer les dispositions de l'article 45 du statut de Rome et même la règle 5 en critiquant sur la page, sur les sites de la Cour pénale internationale, en critiquant les juges qui ont acquitté Mbemba au motif qu'ils auraient dû appliquer la norme de contrôle et non pas la norme de preuve. Elle a tort, la procureure. Elle doit respecter la décision de la Cour pénale internationale qui s'impose à tous. Il n'y a plus d'autre voie pour poursuivre M. Mbemba. Pour ces faits-là, il n'y a pas du tout place à la réparation pour ces faits-là en faveur des témoins. Alors, pasteur, parce qu'il y a eu faute grave, comme vous le dites, dans le processus en rapport avec le dossier Bemba, est-ce qu'il peut exiger des dédommagements pour toutes ces années passées pendant qu'il n'a rien fait? Le statut de Rome prévoit qu'à la discrétion de la Cour, il peut être alloué une indemnité à la personne qui a été acquittée à la suite d'une condamnation sur base de l'erreur. Voilà, nous sommes dans les cas d'espèce. Il a été acquitté, sa condamnation était basée sur l'erreur de droit et même l'erreur des faits. Et donc, il a droit à cette indemnité. S'il le veut, il peut demander cela. Et la RDC, une certaine opinion, dit que Jean-Pierre Bemba pourrait, comme vous l'avez dit, la subornation des témoins n'est pas égale à la corruption, mais est-ce que certaines langues disent qu'il y a un autre dossier qui pourrait l'entacher encore une fois ici en République démocratique du Congo, à votre avis? Quel dossier? Lequel? Vous appelez un juriste pour discuter avec vous du droit. On ne va pas discuter de la rumeur. Pour quel fait? Quel dossier? Je rappelle que c'est un sénateur qui est protégé par la Constitution. Il faut que le Sénat, pendant les sessions, par sa plénière, autorise les poursuites ou les bureaux, etc. Bon, mais je ne connais pas des faits, je ne suis pas au courant des faits qui auraient été mis à sa charge. Alors, selon vous, s'il faut peut-être parler en conclusion, à votre avis, ce que j'ai compris, pour vous, le dossier Bemba a été maltraité à la Cour pénale internationale? Oui, je l'ai dit au cours de la conférence des conseils inscrits sur la liste de ces pays. Vous avez participé? Je suis conseiller. Ok, oui. Je suis conseiller à la Cour pénale internationale, inscrit sur la liste des conseils. Et j'ai reproché au greffier adjoint de la Cour pénale internationale d'avoir annoncé que le procès Mbemba aurait lieu alors qu'il n'y avait pas encore eu confirmation des charges. Alors je lui dis qu'il violait la présomption d'innocence qui a été définie par le juge de la Cour en vertu des dispositions de l'article 66 du statut de Rome comme étant les governing principaux, les principes qui gouvernent toute la procédure, même pendant la phase des enquêtes, des investigations. Donc c'est le principe général qui gouverne la procédure pénale, mais en même temps, c'est un droit pour la personne qui est poursuivie d'être traitée par ceux qui le poursuivent, par les victimes éventuelles, par le juge, par les parties, par les autorités publiques comme étant non coupables. Regardez, on a présenté Jean-Pierre Bemba comme étant les malfrats, mais maintenant il est prouvé qu'il est innocent. Et je n'ai pas vu beaucoup de journalistes, d'organes de presse rapporter et commenter sur cet acquittement. Et vous, France 24, à l'instar d'autres chaînes, Kin 24, vous faites bien de donner le micro à quelqu'un qui peut expliquer que le procès qui a été lancé contre Mbemba sur le plan strictement du droit est un mauvais procès. Parce que premièrement, c'est la première fois en droit international que l'on poursuit quelqu'un pour des faits qu'il n'a pas commis, pour des faits qui auraient été commis par ses troupes. Mais pourquoi on n'a pas poursuivi George Bush en Irak? Pourquoi on n'a pas poursuivi Tony Blair? Pourquoi on n'a pas poursuivi Jacques Chirac ou même le Premier ministre français à l'époque des faits en Côte d'Ivoire? Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne poursuit que Laurent Gbagbo? On ne poursuit pas, encore qu'il sera difficile de prouver les faits mis à charge de Laurent Gbagbo, etc. Et sur le plan du droit, Mbemba aurait dû participer aux élections de 2011, à l'instar de celui du Kenya,
qui lui a participé aux élections et qui était cité à comparaître, qui n'a pas été placé en détention, alors que lui avait commis des faits, était suspecté pour avoir commis des faits dans son propre pays. Et des faits étaient plus graves, alors que Jean Ping avait été poursuivi pour n'avoir pas pris les mesures, prétendument, pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour que ce trouve ne commette pas des crimes. Et cela n'a pas pu être prouvé au-delà des doutes raisonnables, c'est pourquoi il est acquitté aujourd'hui. C'est un mauvais procès. Merci, pasteur Théodore Ngoy. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église de la Gombe. Ici, nous avons reçu... Je ne suis pas responsable, je suis pasteur de l'église de la Gombe. Ici, nous avons reçu comme docteur en droit de l'université de Kinshasa, LLM, by Research, Oxford Brookes University. Pasteur Théodore Ngoy, merci encore une fois d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous retrouvons très prochainement si vous serez disponible. À vous qui nous avez suivis. Je serai toujours disponible. Oui. À vous, nous vous disons merci de votre sympathique attention au reflet de Kinshasa. Au revoir.